Bonjour à tous. Dans ce chapitre, nous allons parler de l'énergie dans les réactions chimiques. Commençons tout d'abord par la dissociation de l'hydroxyde de sodium dans l'eau et la neutralisation de l'hydroxyde de sodium avec l'acide chlorhydrique. Dans les deux cas, nous pouvons observer qu'il y a une augmentation de la température de la solution. A l'inverse, lors de la dissociation du nitrate de potassium dans l'eau et lors de la réaction du vinaigre avec le bicarbonate de soude, nous pouvons observer qu'il y a une diminution de la température de la solution. Alors pour rappel, la température, c'est une grandeur qui mesure le degré d'agitation des molécules. Cette grandeur peut se mesurer en degrés Celsius, qu'on appelait avant degrés centigrades, et qui était basée sur 100 degrés qui séparaient le 0 qui correspondait à la fusion de la glace et le 100 qui correspondait à l'ébullition de l'eau. C'est aussi à partir de cette échelle qu'on a établi les conditions normales de température et conditions standards de température. Il existe une autre échelle qui est l'échelle des kelvins, dont les graduations sont équivalentes au degré Celsius, mais dont le 0 correspond en fait au zéro absolu, qui est la température la plus basse que l'on peut mesurer dans l'univers. La chaleur, par contre, est une forme sous laquelle l'énergie thermique peut être transmise d'une matière à une autre matière. Donc c'est une énergie. Elle va se mesurer en joules ou en kilojoules. Il faut donc bien retenir que la chaleur est une forme de l'énergie thermique. Redéfinissons également les différents systèmes dans lesquels on peut travailler. Un système ouvert est un système qui peut échanger à la fois de la matière avec l'extérieur, mais aussi de l'énergie. Un système fermé, par exemple une bouteille d'eau avec un capuchon qui est fermé, ne va pas pouvoir échanger de matière avec l'extérieur puisqu'elle est fermée. Par contre, il pourra y avoir un échange d'énergie, l'eau pourrait chauffer ou se refroidir. Enfin, un système isolé est un système dans lequel il ne peut pas y avoir d'échange de matière, ni d'échange d'énergie. C'est le cas par exemple d'une bouteille thermos. Alors, nous allons définir une réaction exothermique comme étant une réaction qui libère de l'énergie thermique. C'est le cas des deux premières réactions au début de ce chapitre. Que se passe-t-il? On a en fait des réactifs qui se transforment en produits. L'ensemble se trouve dans une solution entourée d'un récipient. On est dans un système isolé et au moment de cette transformation des réactifs en produits, on observe qu'il y a une libération d'énergie et donc la solution et le récipient vont avoir une température qui augmente. Par exemple, lorsque le NaOH se dissocie en Na+ et OH-, il libère de l'énergie thermique. On symbolisera ce type de réaction, réactif se transforme en produit plus énergie. Une réaction endothermique, eh bien c'est la réaction inverse. C'est une réaction qui va absorber de l'énergie thermique. Donc au moment où les réactifs se transforment en produits, ils sont toujours entourés d'une solution et d'un récipient isolé, eh bien ces réactifs vont absorber l'énergie qui se trouve dans la solution. La solution va donc avoir une température qui diminue et les réactifs vont absorber de l'énergie thermique pour se transformer en produit. Par exemple, le nitrate de potassium a besoin d'énergie thermique pour se transformer en K+ et NO3-. Les réactifs plus de l'énergie se transforment en produit. Il existe également des réactions athermiques. Eh bien, ce sont des réactions qui ne libèrent pas d'énergie thermique ou qui n'absorbent pas d'énergie thermique. C'est le cas par exemple des petits bâtons lumineux que l'on utilise un peu dans les fêtes. Vous avez peut-être utilisé ça quand vous étiez petit. Et on casse ce petit bâton et puis il émet de la lumière. Dans ce cas-là, on a bien une libération d'énergie, mais ce n'est pas de l'énergie thermique. Il n'y a pas de changement de température. Alors, lorsque l'on parle d'énergie, nous devons nous rappeler qu'il existe un grand principe qui s'appelle le principe de la conservation d'énergie que vous avez vu en physique l'année dernière. Ce principe dit que dans un système isolé,
l'énergie totale du système est constante. Il faut garder ce principe en mémoire pour la suite des explications de ce chapitre. Définissons ce qu'on appelle l'enthalpie. L'enthalpie peut être définie comme le contenu énergétique d'une matière. On va noter l'enthalpie H et on va la mesurer en joules. Alors, dans le cas d'une réaction exothermique, on a donc des réactifs qui ont un certain contenu d'énergie. Et en se transformant en produits, les réactifs perdent de l'énergie et les produits ont donc un contenu énergétique plus petit que les réactifs. On peut donc mesurer une variation de ce contenu énergétique qu'on va appeler variation d'enthalpie. Et dans le cas d'une réaction exothermique, cette variation est plus petite que 0 puisque les produits contiennent moins d'énergie que n'en contenaient les réactifs. Dans le cas d'une réaction endothermique, les réactifs ont une certaine quantité d'énergie aussi, mais comme ils absorbent l'énergie qui se trouve dans la solution autour d'eux, en se transformant en produits, les produits contiennent plus d'énergie que les réactifs n'en avaient au départ. On a donc une variation d'enthalpie qui est positive, plus grande que 0, puisque les produits contiennent plus d'énergie que les réactifs. Dans une réaction exothermique, les réactifs libèrent de l'énergie et l'enthalpie diminue. Dans une réaction endothermique, les réactifs absorbent, ou la faute d'orthographe, de l'énergie et l'enthalpie augmente. On appelle ce type de diagramme un diagramme d'enthalpie. Alors, il n'existe pas d'instrument pour mesurer l'enthalpie. C'est pourquoi nous allons utiliser une méthode qui s'appelle la calorimétrie, qui va nous permettre, en mesurant des températures et des masses, de pouvoir faire le calcul de la quantité d'énergie qui va être échangée au moment d'un phénomène. Nous aurons besoin de connaître la masse de la solution ainsi que la masse des solutés. Nous aurons besoin également de la variation de la température, c'est-à-dire la température finale moins la température initiale, ainsi que la chaleur massique de la solution. Alors la chaleur massique, c'est une grandeur qui mesure la quantité d'énergie qui est nécessaire pour augmenter de 1 degré une masse de 1 kg de cette matière. Elle se mesure en kilojoules par kilogramme par degré, qu'on peut aussi écrire kilojoules, kilogramme moins 1, degré moins 1. La formule qui mesure cette énergie thermique, c'est M fois C, petit c, fois delta T. Le M est la masse de la solution et des solutés. Attention que cette mesure se fait toujours en kilogrammes, alors qu'en chimie, on mesure la plupart du temps en grammes. La chaleur massique sera celle de l'eau, parce que la solution est majoritairement constituée d'eau, donc on prendra cette valeur. Vous l'avez déjà vu en étudiant le principe des calories et des joules, 4,18 kJ par kilogramme par degré. Et le delta T, c'est bien la température finale moins la température initiale. Lors d'une réaction exothermique, il y a donc une température qui augmente au niveau de la solution. Delta T est donc plus grand que 0. Il y a donc une énergie thermique qui est libérée par les matières. Q est plus grand que 0. Et l'enthalpie des matières diminue. Les réactifs ont plus d'énergie que les produits et delta H est plus petit que 0. Dans une réaction endothermique, la température diminue, delta T est donc plus petit que 0. Il y a de l'énergie thermique qui a été absorbée par les matières au cours de la réaction, Q est plus petit que 0. Et l'enthalpie de ces matières a augmenté. Les réactifs contenaient moins d'énergie que les produits n'en ont à la fin. Dans une réaction exothermique, les réactifs, quand ils se transforment en produits, perdent de l'énergie qui est transmise à la solution qui chauffe. Dans une réaction endothermique, la solution se refroidit, perd de l'énergie et transmet cette énergie aux réactifs qui se transforment en produits qui ont plus d'énergie que les réactifs. On voit donc qu'il y a un rapport entre Q et delta H. Q est égal à moins delta H et réciproquement. Parlons enfin de l'enthalpie molaire, que l'on appelle aussi la variation d'enthalpie standard, donc conditions standard de température et pression. Il s'agit donc de la variation d'enthalpie pour une mole de matière.
Ces valeurs sont reprises dans des tables parce qu'elles sont constantes pour une matière donnée et elles se mesurent en kilojoules par mole. Pour trouver l'enthalpie molaire, on fait l'enthalpie divisée par le nombre de moles.